Samuel Paty, Histoire d'un professeur. Bonjour à tous. J'aimerais dire quelques mots avant qu'on commence parce que cet épisode-là, il n'est pas vraiment comme tous les autres. Je suis professeur d'histoire-géographie, comme Samuel Paty, et à peu près du même âge que lui. Quand il a été assassiné le 16 octobre 2020 à la sortie de son collège, ce n'a pas été pour moi, ni pour beaucoup de mes collègues, un fait divers parmi d'autres. C'était l'un des nôtres. Plus de 5 ans après, je me rends compte que beaucoup connaissent son nom, mais ne connaissent pas vraiment son histoire. La sortie du film L'Abandon de Vincent Guérinck en mai 2026 m'a décidé à consacrer un épisode à ce qui s'est passé, pour raconter, factuellement, à partir de ce que les enquêtes, les procès et le rapport de l'inspection générale ont établi. Le ton de cet épisode sera donc différent de ceux que vous avez l'habitude d'écouter sur ce podcast. Mais le sujet ne se prête pas à autre chose. Vous connaissez sûrement son visage. Cette photographie projetée sur la façade de la Sorbonne lors de l'hommage national le 21 octobre 2020. Un homme d'une quarantaine d'années, des lunettes, un sourire discret. Mais savez-vous vraiment ce qui s'est passé ? L'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui, c'est celle d'un engrenage. 11 jours séparent un cours d'éducation morale et civique donné à des élèves de 4e et l'assassinat du professeur qui l'avait donné. Entre ces deux événements, un mensonge, 2 vidéos qui deviennent virales, une plainte, des menaces, des institutions qui hésitent et un homme de 18 ans qui, lui, n'hésite pas et décide de tuer. Comment un cours sur la liberté d'expression a-t-il pu conduire à la mort d'un professeur ? Comment, dans la France de 2020, un enseignant peut-il être décapité à la sortie de son collège pour avoir fait son métier ? Pour comprendre, il faut reprendre depuis le début. Avant d'être un symbole, Samuel Paty, c'est un homme. Né le 18 septembre 1973 à Moulins, dans l'Allier. Ses parents, directeurs d'école, lui ont transmis une haute idée du métier d'enseignant. Il étudie en classe préparatoire au lycée Édouard Herriot de Lyon, puis obtient une maîtrise d'histoire à Lyon en 1995. Son mémoire sur la couleur noire dans la société française, entre 1815 et 1995, est d'ailleurs publié à titre posthume en 2021. En 1997, à 24 ans, il obtient le CAPES d'histoire-géographie et il est nommé, comme souvent pour les jeunes professeurs, en région parisienne. Il enseigne ainsi plusieurs années en Seine-et-Marne, à Torcy. Puis il rejoint, en 2017, le collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Un collège public ordinaire. Au moment de sa mort, il a 47 ans. Il est père d'un garçon de 5 ans. Ses élèves et anciens élèves le décrivent comme un enseignant exigeant, passionné, qui aime son métier. Christophe Capuano, l'un de ses anciens camarades d'université, devenu enseignant-chercheur, écrit au lendemain de sa mort qu'il était, je cite, un étudiant brillant, un super enseignant, un homme de dialogue. Voilà ce qu'il faut avoir en tête. Un professeur, comme il en existe des centaines de milliers en France. Octobre 2020. À Paris, depuis début septembre, se tient le procès des attentats de janvier 2015, ceux de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Le 1er septembre, Charlie Hebdo a d'ailleurs republié les caricatures de Mahomet à l'occasion de l'ouverture du procès. Et le 25 septembre, un attentat a eu lieu près des anciens locaux du journal, rue Nicolas Appert. Le 2 octobre, Emmanuel Macron prononce au Murau son discours sur les séparatismes. Et donc c'est dans ce climat-là, lourd, déjà tendu sur la question des caricatures, que Samuel Paty arrive en classe le lundi 5 octobre à 10h30 pour entamer son chapitre d'enseignement moral et civique. Le programme officiel de 4e prévoit un travail sur la liberté d'expression. Samuel Paty enseigne ce chapitre chaque année et à chaque fois il aborde la question des caricatures. C'est un cours qu'il a déjà donné de nombreuses fois, à de nombreuses classes, sans qu'aucun incident n'ait été signalé jusqu'alors. Les documents qu'il utilise en support proviennent de Canopé, un site institutionnel qui propose du matériel pédagogique pour les enseignants. Et pour ce cours, il propose aux élèves un débat dialectique. Au tableau, 2 colonnes. Je suis Charlie, à gauche. Je ne suis pas Charlie,
à droite. Et il fait noter les arguments des deux côtés. La liberté de la presse, comme droit fondamental d'un côté, le respect des religions et la question des conséquences éditoriales de l'autre. Et à un moment du cours, il annonce qu'il va projeter pendant quelques secondes 2 caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo. Et il propose à tous ceux qui pourraient être choqués de sortir de la salle ou de détourner les yeux. L'ambiance est décrite par tous les témoins, les élèves comme l'auxiliaire de vie scolaire présente ce jour-là, comme apaisée. Il donne donc ce cours le lundi 5 octobre à une première classe. Le lendemain, mardi 6 octobre, dans une autre classe de 4e, il reprend le même thème. Mais cette fois, il ne fait sortir personne. Oui, il n'y a pas alors d'auxiliaire de vie scolaire pour accompagner les élèves dans le couloir. Il indique seulement que ceux qui le souhaitent peuvent fermer les yeux ou détourner le regard. Et c'est dans cette seconde classe qu'un mensonge inventé par une élève qui était pourtant absente ce jour-là déclenche tout l'engrenage. Cette élève a 13 ans. Le mardi 6 octobre, elle n'est pas en classe. Elle souffre de règles douloureuses et sa mère lui a permis de rester à la maison. C'est un point essentiel. Elle n'a pas vu les caricatures, elle n'a pas entendu le cours de Samuel Paty. Le jour même, ou le lendemain matin, des camarades du collège lui parlent du cours qu'elle a manqué. Ses camarades lui évoquent les caricatures, leurs propres réactions, parfois déformées par les conversations entre élèves. Et c'est de ces récits que la collégienne reçoit sans avoir assisté à rien, que va naître tout le reste. Le mercredi 7 octobre, et sans aucun lien avec le cours de Samuel Paty, la principale du collège annonce aux parents de la jeune fille son exclusion temporaire de 2 jours. Bon, la raison est purement disciplinaire. Depuis le début de l'année, l'élève accumule absence et problèmes de comportement. Oui, mais quand sa mère l'apprend, elle est furieuse. Et c'est là, dans l'urgence et la panique, que la collégienne invente. Plutôt que de dire la vérité à ses parents, c'est-à-dire qu'elle est exclue pour son comportement, elle bâtit un récit héroïque à partir des bribes du cours que ses copines lui ont rapporté. Elle raconte qu'elle a été exclue parce qu'elle s'est opposée à un cours de son professeur d'histoire-géographie. Selon ce récit, l'enseignant aurait demandé aux élèves musulmans de lever la main, puis de sortir, avant de montrer aux autres une image du prophète Mahomet nu. Elle se serait dressée en disant « Non, c'est un cours pour tout le monde », ce qui aurait entraîné son exclusion. Aucun de ces éléments n'est vrai. L'élève le reconnaîtra au procès. Elle expliquera devant la cour qu'elle n'en voulait pas à Samuel Paty, qu'elle n'avait pas été victime de discrimination, qu'elle ne cherchait même pas une sanction contre lui. Elle voulait juste, je cite, « couvrir ses exclusions ». Mais le mensonge a pris. Son père, Brahim Chnina, y croit. Il s'indigne et il décide d'agir. Dans la soirée du 7 octobre, Brahim Chnina publie sur Facebook un texte virulent contre Samuel Paty, appelant à, je cite, « virer ce professeur d'histoire ». 1 heure plus tard, il est encore plus précis dans un message WhatsApp envoyé à tous ses contacts. Il y donne le nom du professeur et l'adresse du collège pour, je cite encore, dire stop. Le 8 octobre, donc le lendemain, Brahim Chnina se présente au collège, accompagné d'un homme qu'il a contacté entre-temps et qui dit vouloir l'accompagner dans sa démarche. Cet homme s'appelle Abdelhakim Sefrioui. C'est un militant islamiste connu depuis longtemps des services et fiché S comme sûreté de l'État, pour radicalisation à caractère terroriste. Il anime un collectif Cheikh Yassine, du nom du fondateur du Hamas, un collectif que les autorités françaises vont dissoudre 5 jours après l'attentat. La principale au départ ne veut pas les recevoir, mais ils sont très insistants. Au bout d'1 heure, Sefrioui et Chnina sont finalement reçus et ils se plaignent d'avoir attendu dehors. « Si nous avions été juifs, on ne nous aurait jamais traités ainsi », proteste Sefrioui. Et devant la principale, ils traitent à nouveau Samuel Paty de voyou. Ils exigent son renvoi.
Alors Sefrioui se présente comme le représentant des imams de France, ce qui est totalement faux, il a même été exclu du CIF du fait de ses positions radicales. Et il menace d'organiser un rassemblement de musulmans devant le collège si l'enseignant n'est pas écarté. Mais la principale tient bon. Le même jour, Brahim Chnina porte plainte au commissariat pour, je cite, « diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique ». Bon, c'est une formulation étrange, peut-être en lien avec le fait que le prophète était représenté nu sur la caricature et qu'il a été montré à des collégiens. Et dans la foulée, Brahim Chnina poste sur Facebook une vidéo intitulée « Touche pas à mes enfants », dans laquelle il accuse nommément le professeur, appelant une fois de plus à son renvoi, en disant qu'il doit, je cite, s'éduquer lui-même. Et le soir, Sefrioui filme à son tour une vidéo, au titre tout aussi évocateur, « L'islam et le prophète insultés dans un collège public ». Il s'y présente comme journaliste. Devant sa caméra, la fille de Brahim Chnina, qui cache son visage, répète son mensonge. Sefrioui appelle alors au renvoi de Samuel Paty, allant jusqu'à comparer la situation au massacre de Srebrenica. Ces deux vidéos circulent d'abord dans des cercles communautaires, notamment via la page Facebook de la mosquée de Pantin, qui les relaie à ses 100 000 abonnés. Puis elles deviennent virales. WhatsApp les relaie, Twitter les amplifie, Brahim Chnina intervient même sur la radio France Maghreb, où l'on parle de lui comme, je cite, un lanceur d'alerte. En quelques jours, des milliers de personnes ont vu le visage et entendu le nom du professeur. Des messages haineux, des appels ou des emails affluent au collège, qualifiés de, je cite, collège de racistes, avec leur cortège de menaces du genre, je cite, « On va s'occuper de votre collège et de monsieur Paty ». C'est ici que commence un autre récit, parallèle, et qui reste l'une des questions les plus douloureuses de cette affaire. Celui de la position de l'éducation nationale face à l'engrenage. Le 8 octobre, le jour même où Sefrioui se présente au collège, le rectorat de Versailles est prévenu par la principale. Une procédure d'accompagnement s'enclenche avec la litanie de sigles, comme autant de services à prévenir. Le DAZEN, directeur académique, le AVR, pour équipe académique des valeurs de la République, le RTY, le renseignement territorial des Yvelines, ou encore le référent académique laïcité. Celui-ci, qui est en fait un inspecteur de l'académie, écrit ce jour-là un courriel à la principale pour annoncer sa venue. Et dans ce courriel, il y a une phrase qui sera ensuite citée par la presse, par les enquêtes, et qui pèsera longtemps. Le référent écrit que sa visite portera, je cite, sur « les règles de laïcité et de neutralité que ne semble pas maîtriser M. Paty ». Bon, il faut dire les choses honnêtement. Ce qui se joue ces jours-là n'est pas une lâcheté généralisée. C'est plutôt la lenteur d'une institution prise au dépourvu par une situation inédite. Le lendemain de ce message email, c'est-à-dire le vendredi 9 octobre, ce référent laïcité se rend au collège. Dans la matinée, il reçoit Samuel Paty avec la principale et la conseillère principale d'éducation. Selon le rapport officiel de l'inspection générale, rendu public le 3 décembre 2020, il s'agit d'un entretien d'accompagnement, pas d'une sanction. Mais ce que rapporte le même document, c'est qu'on reproche à Samuel Paty, je cite, « une erreur ». Pas le fait d'avoir montré les caricatures, non, ça c'est pas remis en cause. Mais le fait d'avoir proposé à ceux qui le souhaitaient de sortir. L'argument est le suivant. En proposant aux élèves de sortir, Samuel Paty aurait laissé entendre qu'un critère religieux pouvait justifier un traitement pédagogique différent au sein d'une même classe. Ce serait donc, malgré toutes ses bonnes intentions, un manquement involontaire de sa part à la neutralité. Le rapport officiel insiste aussi sur le fait que Samuel Paty finit par reconnaître une maladresse, mais celui-ci revendique avoir eu un comportement conforme au principe de la laïcité. À ce moment-là, dans la salle des profs, l'ambiance n'est déjà plus à la solidarité totale. La principale a réuni dès le matin les 3 autres enseignants de l'équipe d'histoire-géographie. Samuel Paty, qui assurait un cours, ne rejoint le groupe qu'en fin de réunion. Et la principale montre aux enseignants les caricatures en question, et certains, selon le rapport officiel, expriment des réserves sur l'opportunité de la projeter devant des élèves de 4e. 2 collègues, en particulier, prennent leur distance avec la démarche de Samuel Paty, sans imaginer évidemment ce qui adviendra ensuite. Samuel Paty, lui, veut expliquer, clarifier les choses, et il termine par
Je ne veux pas m'auto-censurer. Dans l'après-midi, la principale reçoit aussi la collégienne, qui, alors qu'elle est pourtant confrontée à des faits indiscutables, maintient sa version. Elle affirme que le cours a eu lieu le lundi, qu'elle y a assisté, qu'il s'agissait d'un cours sur l'islam, qu'une image du prophète nu a été montrée, qu'il a été demandé aux élèves musulmans de sortir. Quelques heures plus tard, c'est avec les parents d'élèves que se tient une autre réunion. 3 sont reçus, Brahim Chnina se présente aussi, mais la principale, parce que la police est dans les locaux, refuse de le faire entrer. Samuel Paty, lui, n'est pas là. Le référent laïcité lui a demandé de rester en retrait, et il a compris qu'il n'était pas souhaitable qu'il assiste à la réunion, où pourtant les parents viennent pour le soutenir. Plusieurs parents ont en effet essayé de raisonner en vain Brahim Chnina, en expliquant que leurs enfants n'ont pas du tout raconté la même version du cours, et même que sa fille n'était pas présente au cours où elle prétendait avoir assisté. Il y a aussi Lina, une élève de 4e, qui avait été dans le couloir lors du premier cours et qui s'en était émue auprès de sa maman. Et la maman avait appelé Samuel Paty, s'en était expliqué, il s'était excusé d'avoir pu la blesser, et l'affaire en était restée là. Alors le week-end n'apaise rien, et l'angoisse monte. Samuel Paty reçoit un appel du DAZEN, le directeur académique, qui l'informe de la viralité de la vidéo. Il l'invite à déposer plainte, et, de façon très administrative, à rédiger un rapport de situation complet pour bénéficier de la protection fonctionnelle des agents publics. Samuel Paty n'en aura pas le temps. Des messages sont aussi échangés le samedi et le dimanche entre les professeurs sur les messageries professionnelles. Certains parlent de discrimination, d'autres estiment que le lien de confiance avec les élèves a été altéré. Samuel Paty conclut les échanges par cette phrase « Il faut savoir que je suis menacé par des islamistes locaux ainsi que l'établissement tout entier. » Et puis, il y a la réunion du lundi 12 octobre, celle qui pour beaucoup de collègues de Samuel Paty est la plus dure. À 17h, après les cours, une réunion de médiation est convoquée par la principale pour l'ensemble des enseignants du collège. Dans la journée, des professeurs ont exprimé leur malaise. Certains ont pleuré, quelqu'un ont même évoqué la possibilité d'exercer leur droit de retrait. Le référent laïcité est rappelé. Et Samuel Paty se retrouve face à ses collègues, en présence d'un inspecteur, dans un climat tendu. Et il doit assumer publiquement son cours, alors que certains, autour de lui, prennent ouvertement leur distance. Il est assis tout seul à une table, le référent laïcité debout près de lui, et tous les collègues sur les fauteuils en face. C'était la configuration d'un tribunal, a réalisé après coup l'une d'entre eux. Le lendemain, Samuel Paty est auditionné par la police, accompagné de la principale. Il porte plainte à son tour pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Et il dément calmement point par point. Il rappelle qu'il enseigne depuis 23 ans, qu'il n'a jamais eu ce type de problème, et que son cours portait précisément sur la question, je cite, « Fallait-il publier les caricatures au nom des droits de l'homme ou ne fallait-il pas les publier au regard des conséquences possibles ?» La phrase avec le recul est glaçante. Alors Brahim Chnina, lui, est convoqué à son tour par la police le 14 octobre, mais il ne se présente pas. Samuel Paty n'obtiendra jamais de protection policière. Les différents services saisis ou susceptibles de l'être, la police, le renseignement territorial, la chaîne de signalement Pharos, n'ont pas mesuré à temps la gravité et l'ampleur du risque, ni fait le lien avec le profil de l'assassin connu par ailleurs des services. Le service départemental du renseignement territorial des Yvelines indique même que, je cite, « les responsables de la communauté musulmane locale ne se sont pas manifestés ». Et on conclut donc, je cite encore, qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière. Seule la police municipale a fait quelques rondes devant le collège, au début, quand on craignait les manifestations. Malgré les efforts constants de la principale, Delphine Quérignard, pour gérer la crise à son échelle, le professeur reste donc démuni. Faute de protection, il en est réduit à surveiller la rue avant de sortir, à rabattre la capuche de sessuite sur son visage et à placer dans son sac un marteau. Il lui avait été offert par son père dans un kit de survie pour non-bricoleurs. Et pendant que tout cela se joue à Conflans, à plus de 80 km de là, à Évreux, un autre homme regarde les vidéos. Il s'appelle Abdullah Kanzorov. Il a 18 ans.
Il est né en 2002 à Moscou, dans une famille tchétchène à qui la France a accordé le statut de réfugié en 2011. Il vit à Évreux, dans le quartier de la Madeleine. Il n'est jamais allé au collège du Bois d'Aulne. Il ne connaît pas Samuel Paty, il n'a aucun lien personnel avec Conflans-Sainte-Honorine. Mais il s'est radicalisé. L'enquête établira que sa bascule dans l'islamisme djihadiste n'est ni récente ni discrète. Depuis plusieurs mois, il échange avec des contacts radicalisés, dont certains situés en Syrie dans la région d'Idlib. Il fait l'apologie du djihad en ligne. Son compte Twitter a même d'ailleurs été signalé à plusieurs reprises à la plateforme Pharos dans les semaines précédant l'attentat. Des signalements restés sans suite. Et à défaut de partir en Syrie, Anzorov cherche une cible en France. Et quand il voit sur les réseaux sociaux les vidéos accusant Samuel Paty, il décide d'agir. Et à partir de là, tout se joue en quelques jours. Il appelle et échange des messages WhatsApp avec Brahim Chnina qui ne rencontre jamais. Le 15 octobre, veille de l'attentat, il se rend dans une coutellerie de Rouen et y achète un couteau. Il y est accompagné par 2 amis à qui il a dit que c'est un cadeau d'anniversaire pour son grand-père. Et le même jour, il se procure aussi des pistolets airsoft. Le 16 octobre 2020, en début d'après-midi, il monte dans la voiture d'un de ses amis, Naïm Boudaoud, direction Conflans-Sainte-Honorine. Le 16 octobre 2020, c'est un vendredi. La fin de la dernière semaine de cours avant les vacances de la Toussaint. Tout le monde les attend, ces vacances au collège. On pense qu'elles feront du bien, que les choses vont enfin se calmer. Anzorov arrive devant le collège à 13h39. Il attend. Il ne sait pas à quoi ressemble Samuel Paty. Il connaît juste son nom. 1 heure plus tard, il aborde un élève de 14 ans, à qui il propose 300 € en échange d'une identification. Il lui en remet la moitié immédiatement pour le convaincre. Et pour le rassurer, lui dit qu'il veut juste humilier Samuel Paty et le forcer à s'excuser devant caméra. Pendant plus d'1 heure, l'élève et lui patientent devant l'établissement. À 15h50, 4 élèves de 3e les rejoignent. L'un d'eux a eu Samuel Paty en cours le matin même. À 16h51, Samuel Paty quitte le collège pour rentrer chez lui à pied. Un collègue lui avait proposé de le ramener chez lui en voiture, mais finalement il ne peut pas, il doit rester avec des élèves pour du soutien scolaire. Quand Samuel Paty franchit la grille du collège, il est immédiatement identifié par les élèves, qui le désignent à Anzorov. Quelques minutes plus tard, à l'angle de la rue du Buisson-Moineau, à Éragny, une commune mitoyenne de Conflans, Anzorov l'attaque. Il le poignarde de 17 coups de couteau, puis il le décapite. À 16h55, il publie sur Twitter une photographie du corps et un message de revendication. Puis il s'enfuit. La police le rattrape quelques minutes après dans une rue voisine. Il pointe un pistolet airsoft dans leur direction, tire à 5 reprises, les policiers ripostent et il meurt sur place. La nouvelle se répand très vite. D'abord, les coups de feu de la police, entendus par les témoins. Puis les sirènes hurlantes des voitures de police que la principale du collège entend. Elle essaye de joindre Samuel Paty, tombe sur sa messagerie et comprend. Elle se laisse glisser contre le mur de son bureau, effondré. Puis l'information s'étend au pays dans la soirée, d'abord par bribes. Un professeur attaqué dans les Yvelines, et les circonstances de sa mort, qui font basculer le pays dans la sidération. Le mercredi 21 octobre, un hommage national lui est rendu dans la cour de la Sorbonne. Son cercueil entre sur la chanson One de U2. Sa sœur, Michael Paty, a dit que c'était le seul CD qui n'était pas rangé chez lui, et que probablement c'était la chanson que lui, le grand fan de rock, devait alors écouter. Le président Emmanuel Macron prononce un discours dans lequel il dit, je cite, que Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République. Nous continuerons, oui, ce combat pour la liberté et pour la raison, dont vous êtes désormais le visage. À titre posthume, l'enseignant est fait chevalier de la Légion d'honneur et commandeur des Palmes académiques. Son fils obtient le statut de pupille de la nation.
Et c'est la photographie projetée ce soir-là sur la façade de la Sorbonne qui restera pour beaucoup l'image associée à son nom. Au retour des vacances de la Toussaint, une minute de silence est observée dans tous les établissements scolaires. Après ce temps de recueillement, beaucoup d'enseignants, ce jour-là, ne savent pas exactement quoi dire à leurs élèves, mais ils le disent quand même. L'enquête dure 3 ans. Elle aboutit à 2 grands volets judiciaires. D'abord, en décembre 2023, 6 mineurs sont jugés à huis clos. La jeune fille, à l'origine du mensonge, est condamnée à 18 mois de sursis pour dénonciation calomnieuse. Les 5 autres adolescents, qui avaient participé à l'identification de Samuel Paty ou à la surveillance devant le collège, reçoivent des peines avec sursis, sauf celui qui avait désigné le professeur contre 300 €. Lui prend 6 mois fermes. Ensuite, de novembre à décembre 2024, 8 adultes comparaissent devant la cour d'assises spéciale de Paris. Brahim Chnina, Abdelhakim Sefrioui sont condamnés respectivement à 13 et 15 ans de réclusion pour association de malfaiteurs terroristes et avoir lancé et amplifié la campagne de haine. Les 2 amis qu'ont transporté Anzorov et l'ont aidé à se procurer les armes sont condamnés à 16 ans. Lors de l'audience, la jeune fille, alors âgée de 17 ans, est appelée à témoigner. Elle présente ses excuses pour la première fois publiquement à la famille de Samuel Paty. « J'ai détruit votre vie », leur dit-elle. En appel, en mars 2026, les peines de Brahim Chnina et des 2 amis d'Anzorov sont allégées. La Cour considère que ces 2 derniers n'avaient pas forcément mesuré l'ampleur du projet terroriste. Et c'est dans les jours qui suivent ce verdict que la sortie du film « L'Abandon », consacré à l'affaire et tourné dans le plus grand secret, est annoncé par UGC. Il arrive dans les salles le 13 mai 2026. J'ai jamais rêvé d'être un héros. Mais que mes cours éveillent une vocation, ça oui, j'avoue que j'en ai rêvé. Bonjour Monsieur Paty. Aujourd'hui, on va faire une étude de cas. Liberté d'expression, liberté de la presse. Ça vous dit quelque chose? C'est Charlie Hebdo? Exactement. Mais cette histoire judiciaire ne s'arrête pas au procès des accusés. En avril 2022, 10 membres de la famille de Samuel Paty déposent à leur tour une plainte contre le ministère de l'Intérieur et celui de l'Éducation nationale, pour non-assistance à personne en péril et non-empêchement de crime. Selon leur avocate, maître Virginie Leroy, des fautes ont été commises des 2 côtés, sans lesquelles Samuel Paty aurait pu être sauvé. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. En juillet 2023, l'affaire est confiée à un juge d'instruction, et l'information judiciaire suit son cours. En 2024, l'une de ses sœurs, Michaëlle Paty, saisit à son tour la justice, administrative cette fois, pour faire reconnaître la responsabilité de l'État. Et elle dépose l'année suivante un recours similaire contre la ville de Conflans-Sainte-Honorine. Les 2 procédures se poursuivent devant le tribunal administratif de Versailles. À noter que l'ex-compagne de Samuel Paty, la mère de son fils, ne s'associe pas à cette démarche. Pour elle, l'idéologie islamiste radicale est la seule responsable. Et l'État, dit-elle, a toujours soutenu son fils. Plus de 5 ans après les faits, qu'est-ce que cette histoire a laissé? Un enfant qui grandit sans son père auprès de lui. Un choc pour la communauté enseignante. Un traumatisme pour une nation. Le 14 mars 2025, lors d'une cérémonie à laquelle assiste l'une des sœurs de Samuel, Gaëlle Paty, le collège du Bois d'Aulne est officiellement rebaptisé Collège Samuel Paty. Le maire de Conflans-Sainte-Honorine avait souhaité attendre le départ des derniers élèves ayant connu le professeur avant de procéder à ce changement. À Paris, le square Paul Painlevé, en face de la Sorbonne, porte son nom depuis octobre 2021. D'autres communes, d'autres établissements ont suivi. L'APHG, l'Association des professeurs d'histoire et géographie, a créé en 2021 un prix Samuel Paty, qui récompense chaque année des projets pédagogiques d'élèves autour d'un thème d'éducation morale et civique.
En 2026, une pétition lancée par sa sœur, Gaëlle Paty, et par la présidente de la PSG, Joëlle Alazard, en faveur de l'entrée de Samuel Paty au Panthéon, a rapidement rassemblé plusieurs dizaines de milliers de signatures. Mais ce qui s'est joué depuis, peut-être plus encore, c'est une prise de conscience pour tout un corps de métier. Plusieurs enquêtes ont montré qu'une part non négligeable d'enseignants déclaraient s'auto-censurer désormais sur les sujets sensibles. La laïcité, le fait religieux, les caricatures. Et que la question du soutien institutionnel face aux mises en cause d'élèves ou de parents reste pour beaucoup de collègues une préoccupation. Voilà ce qui s'est passé en 11 jours. La mécanique d'un mensonge d'adolescente, amplifiée par des adultes qui en ont fait eux une cause militante, armée par la radicalité d'un troisième homme qui n'avait jamais croisé ce professeur, et traversée par une institution qui n'a pas su mesurer à temps le niveau de menace qui pesait sur lui. Ce que cette histoire dit aussi, c'est quelque chose sur notre époque, sur la vitesse à laquelle une rumeur peut se transformer en condamnation publique, sur le pouvoir des réseaux sociaux à faire passer un fait scolaire au statut d'affaire d'État, et une affaire d'État au statut de cible, sur la fragilité des institutions censées protéger ceux qui transmettent, et sur la difficulté qu'elles ont à savoir, dans la précipitation, de quel côté se tenir ou quoi faire. Et c'est précisément pour cela qu'il faut continuer à raconter cette histoire, pour qu'elle soit transmise avec précision à celles et à ceux qui n'étaient pas en âge de comprendre en 2020, pour qu'elle reste dans le souvenir collectif, autre chose qu'un nom et qu'une photographie. Si vous enseignez, j'espère que cet épisode pourra vous être utile. Si vous êtes élève, parent ou simplement citoyen, j'espère qu'il vous aura permis de mettre des faits derrière un nom devenu trop familier. Samuel Paty n'est pas mort parce qu'il avait fait une erreur. Il est mort parce qu'il a fait son métier. Et sur la question de savoir si quelqu'un, à un moment, aurait pu le protéger à temps, c'est désormais à la justice de le dire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez le partager autour de vous à des collègues, à des élèves ou à des proches, faites-le. C'est sans doute la plus belle façon de connaître Samuel Paty, d'honorer sa mémoire, avec justement une leçon d'histoire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.